Bonjour à tous, capsule juridique numéro 207 du 15 mai 2024. Alors pour une fois, je vais faire un peu différemment. J'ai un invité aujourd'hui qui va me rejoindre juste après la petite vidéo d'1 minute 40 que je vais vous diffuser pour commencer. On va parler de choses et d'autres et notamment d'une action à laquelle il a contribué, qu'il a contribué à créer. Voilà, donc on voit tout ça après la vidéo. Pour une fois, il y aura d'autres extraits vidéo d'ailleurs et visuels pendant l'échange. Donc si vous avez l'habitude de m'écouter en faisant autre chose, peut-être que de temps en temps il va falloir me consacrer un œil ou deux, le temps d'illustrer ce qu'on vous explique. Mais voilà, donc je lance cette vidéo et puis c'est parti. Bonjour, donc on vient de voir cette petite vidéo d'introduction. Maître Z, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez, même tout en restant anonyme, puisque c'est notre credo à tous les deux, en dire un petit peu plus sur votre action, sur ce que vous faites, sur qui vous êtes, etc., avant qu'on commence le cœur du sujet? Bien volontiers. Pourquoi mettre Z? Pourquoi cet anonymat? D'ailleurs, comme vous, on pourrait vous poser la question également. Oui, oui. Ah, j'ai Et déjà je crois qu'on répondu, est, moi. et je crois qu'on a eu la même idée séparément. Ou c'est peut-être vous-même qui m'avez donné l'idée en voyant votre pseudo. Oui, C'est d'ailleurs, j'ai que entendu que dans une des interviews que vous aviez données, on vous avait demandé pourquoi mettre Z, vous avez répondu parce que votre X est déjà pris. exactement. Et voilà. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce qu'on a affaire à des informations juridiques. Et ce qui compte, c'est le message, pas le messager. Du Mhm. moment que dans le droit, tout est sourcé. Vous pouvez pas raconter n'importe quoi à un juge quand vous plaidez. Donc, En tout effet. est sourcé. Et je me suis rendu compte, et peut-être vous aussi, qu'il y a il y a un certain nombre, on va dire, de messagers qui disent des choses juridiques, mais ils pointent du doigt certaines choses qui sont comme l'arbre qui cache la forêt, si vous voulez. Ils ne disent pas l'essentiel. Mhm. Donc, j'ai trouvé qu'il était important de dire l'essentiel et d'informer véritablement euh, des vérités juridiques dont ça peut être plein de gens, ne veulent pas que nous entendions parler. Voilà, parfait. Donc, il manque plus qu'un Y entre nous, mais c'est bon, on fait la fin de Voilà, l'alphabet. la place est libre, avis aux propriétaires. Ok. Vous allez nous parler essentiellement, enfin, en tout cas pour commencer, d'une action qui s'appelle le droit en action. J'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots. Quel est le but, comment ça marche, etc. Eh bien, je vous remercie. Oui, vous avez vu la vidéo de Oui. présentation, d'invitation très rapide. Droit en action, c'est que justement, à partir du moment où il y a des vérités juridiques, qu'on les fait connaître, et on connaît la situation, comme a dit la vidéo, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mhm. Et faire des plaintes, faire des manifestations, vous avez vu les résultats. Ouais. Il y a un élément qui, dans toute l'histoire, a montré qui a fait tomber les tyrannies, et c'est le fait de s'opposer aux tyrans avec des arguments juridiques fondés, etc. Ça permet, d'ailleurs dans les régimes totalitaires, comme dit Ariane Bilran, ou non, comme disait, pardon, Hannah Arendt, d'éviter les pires horreurs, parce que c'est quand il n'y a plus d'opposition que les pires horreurs arrivent. Mhm.
Et comme le rappelait Louis Fouché d'ailleurs dans une interview l'an dernier, il y avait un écrivain français, vous vous souvenez, qui avait été pris dans un camp Oui, Khmer, oui, ouais. rouge, et à force de discuter avec le patron du camp, qui était un tortionnaire absolument horrible, un criminel, mais lui discutait, le Khmer voulait se justifier par le droit, l'histoire des Khmers et tout, et il discutait, jusqu'au jour où cet écrivain s'est réveillé, le camp était libéré, le directeur était parti ailleurs, et il s'est survécu comme ça, alors qu'il y a des gens qui étaient assassinés tous les jours dans ce Oui, camp. et puis c'était la philosophie, c'était de dire, ben, tant qu'on parvient à discuter, c'est qu'on existe, qu'on n'est pas mort, C'est ça. et qu'il reste de l'espoir, quoi. Voilà. Donc, pourquoi je disais ça? Parce que C'est d'ailleurs pas pour rien, désolé de vous couper, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'on essaie de nous censurer partout, pour qu'on ne c'est discute ça. plus, précisément. Voilà. Et cette discussion juridique, quand vous la mettez devant des juges, devant des responsables, à un moment donné, ils réfléchissent. Alors, s'adresser au président, aux députés, on l'a fait il y a quelques années, ils sont sous pression et ils vont pas changer. C'est les gros poissons, on va dire, les ministres, tout ça. Bon, quoi qu'il y ait une vaste des ministres qui est intéressante. Mais par contre, qu'est-ce qui permet, voilà la question, comment agir, que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui permet au sommet de la pyramide de nous imposer sa volonté à la masse, à toute la masse? Eh bien, ce sont les corps intermédiaires, ceux qui servent de courroie de transmission du pouvoir, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont que l'autorité, ils nous la servent sous forme de pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple, n'est-ce pas? Ouais, On donne à ces autorités, en les instituant par un contrat qu'on appelle constitution, on leur donne une autorité. Voilà. ouais, Le pouvoir, la souveraineté appartient au peuple, et eux nous resservent cette autorité comme un pouvoir. Donc il y a des courroies de transmission du pouvoir, qui sont les médecins officiels qui suivent les lois, les médecins de plateau, les médias, tout ça c'est dans les médias, les forces publiques instrumentalisées sur la pression aussi, interne, management par la terreur. Et puis il y a aussi tout, après l'aspect psychologique, quand on voit ce qui s'est passé avec les anti-vax, hein, il y a quelques années, toutes les mesures qui étaient préconisées contre les gens qui voulaient pas se faire vacciner, vous vous souvenez? On se ah oui, demande, bah mais oui. comment dans les années 30 le fascisme a pu arriver? Ils étaient un peu Ah fous, ces ben, je gens, ils étaient un remettrai peu bêtes. d'ailleurs dans notre vidéo l'extrait du film là, avec Yves Montand où il explique comment ils Voilà. font pour morceler les responsabilités. C'est tout à fait Et opportun à ce niveau-là. Cas d'un génocide, par exemple. Quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un État tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable. on a vu en direct comment il n'y a même plus besoin de corps intermédiaires payés ou menacés. Il y a certaines personnes qui, en fait, qui dans la vie se sentent un peu impuissantes et au moment où arrive une situation comme celle-ci, ils sentent qu'ils ont un pouvoir sur les autres. Et c'est eux qui collaborent. Donc, comme on dit, la tyrannie n'est jamais imposée par les tyrans, ils sont trop peu nombreux. Elle est imposée par la population qui accepte la tyrannie. Dans cette population, il y a ceux qui obéissent aux forces publiques, etc., toutes les corps intermédiaires, puis il y a ceux qui sont bien contents d'avoir enfin un peu de pouvoir sur leurs concitoyens. Ouais, tellement vrai. Alors voilà, comment faire? Donc, ces corps intermédiaires, c'est eux que nous ciblons, et ainsi que le public, on veut l'informer. Et donc, et puis le principe de base aussi, on ne va pas attendre un sauveur, une trompette ou ce que vous voulez, pardon pour le jeu de mots, mais il n'y a pas à attendre un sauveur. Il y a le sauveur, c'est nous. Et nous, mais nous ne sommes pas assez nombreux. Ah, nous sommes qu'une poignée. On est quand même beaucoup plus nombreux qu'eux dans la foulée, enfin, dans l'absolu. Mais après, nombreux à vouloir réagir, c'est autre chose. Ah ben, réagir ou répondre. Genre, je fais une différence entre, attention, les mots, la fraude des mots, comme disait Ariane Béran. Là, c'est pas une fraude du mot, mais je préfère le mot répondre à une situation plutôt que réagir. La réaction, c'est quelque chose d'émotionnel et voire d'irrationnel. Alors que répondre à une situation, ça vient du mot responsable, capable de porter une réponse à une situation. Sinon, on tombe dans le chaos, l'émotionnel, etc. Et c'est pas même pas raisonné, c'est-à-dire c'est même pas basé sur des faits, à la limite. Vous voyez, je préfère utiliser le mot répondre. Donc
qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on n'est pas assez nombreux souvent, on nous dit. Oui, mais on n'a pas les médias, mais si, mais ça. Bon. Vous vous souvenez de Stéphane Hessel, je crois que vous avez Ouais, je mettrai aussi la vidéo pour ceux qui la connaissent pas, ou pour une petite piqûre de rappel. Vous pouvez la mettre. Oui, Stéphane Hessel expliquait, mais sous Vichy, la France n'était pas résistante. Mm. Il y avait une petite poignée de gens qui, conscients de leurs responsabilités, de leurs devoirs, qui avaient gardé leur dignité, je crois que c'est ça qu'il dit à peu près, Ouais. et qui était le levain qui a fait lever la patte. Et à la Libération, tout le monde était résistant. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu diqué, enfin qui baissent un peu en disant on n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, c'est comme ça. Et puis qui continuent de vivre un petit peu en baissant la tête. Et quel sentiment vous avez par rapport à ça? Ça a toujours existé. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était vichiste dans sa grande majorité. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'ils soient le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. Alors, qu'est-ce qui fait que on va informer ces corps intermédiaires parce qu'eux, ils se sentent protégés par l'autorité au-dessus, la loi. Nous sommes dans un état de droit, pour eux, hein, dans leur esprit. Ah ouais. Et puis c'est la loi qui m'oblige à faire ci, faire ça, je suis couvert, etc. On va leur expliquer qu'un, il n'y a plus d'état de droit, qu'il n'y a plus de constitution. On va revenir après. Mhm. On va leur expliquer sous forme d'une mise en demeure et envoyée par le peuple lui-même. Et donc c'est une action d'ailleurs où il n'y a pas d'argent qui est demandé, c'est vous-même qui payez à la poste, il n'y a pas d'intermédiaire, l'argent Et le prix d'heure recommandé, c'est raisonnable comme moyen d'agir. 6,71 parce que c'est une grande feuille en A3, plus Ouais. la copie, donc ça va coûter 8 € à peu près au total. Ouais. Un A3 recto verso. Bref, donc on va prévenir ces gens qu'il n'y a plus d'état de droit déjà qui sont responsables. Deuxièmement, qu'ils appliquent des mesures, comme il n'y a plus de constitution, on va en reparler dans un instant, depuis des années, eh bien qui sont illégitimes, illégales. Mhm. Qu'en faisant ça, ils sont complices de personnes qui font croire à cette république. Donc ça, on pourra en parler, ce sont des crimes contre l'humanité. Qu'en plus, ils appliquent des mesures sanitaires qui, elles, sont basées sur aucune preuve scientifique. Je vous rappelle que la loi du 23 mars 2020, qui permettait, par les députés, permettait au gouvernement d'instituer l'état d'urgence sanitaire, disait qu'ils devront, le gouvernement, s'il décrète un état d'urgence sanitaire par décret, donc, il devait publier les données scientifiques motivant Ouais. la décision. Ça fait longtemps qu'ils ont oublié, c'est sûr. Or, le décret du 23 mars lui-même, puisque la loi du 23 mars était publiée que le 24, déjà, il est douteux sur sa date, mais il n'y a aucune donnée scientifique justifiant le 23 mars 2020. Non seulement il n'y en a aucune, mais ils ont tout mis sous couvert de secret militaire et classifié. Voilà, mais ils n'ont rien dit. Après, le 11 mai 2020, quand ils ont prolongé jusqu'au 10 juillet, il n'y a aucune mention de publication de données. Et le 14 octobre 2020, quand ils ont réinstitué le confinement, reconfiné, comme on dit, Ouais. ils ont écrit « Les données scientifiques justifiant la mesure seront publiées ». C'est vrai, on attend toujours. C'est pour ça que certaines personnes, et vous verrez, ont fait une sommation à 6 ministres le 5 octobre 2021 de leur demandant de produire les preuves scientifiques justifiant les mesures sanitaires depuis mars 2020. Il n'y a jamais eu aucune réponse D'accord. depuis ce jour. Donc, on les met en demeure, on leur dit qu'ils sont en train de commettre des crimes, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont mis face à leurs responsabilités. Alors au début, ils vont peut-être dire oui, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Mais à un moment donné, ils ont leur famille, ils vont s'apercevoir qu'eux aussi font partie du peuple. Comme Et puis il y a une question peut-être de multiplication, c'est-à-dire que s'ils en reçoivent plusieurs du même genre. Absolument. Est-ce que vous pouvez dire, par exemple, à quel type de fonctionnaire, on va utiliser ce mot-là? Déjà, ça peut être aux élus locaux, les maires, ils ont appliqué des mesures sanitaires, les maires, hein, dans les communes. Donc, il faut peut-être leur mettre les points sur les i. Et puis, alors, la Haute Autorité de Santé a déjà été informée il y a quelques semaines par cette mise en demeure, de tous les ARS, tous les recteurs d'académie qui dirigent tous les établissements scolaires. Après, un directeur d'établissement scolaire chez vous. Avec cette mise en demeure, en fait, vous pouvez comme sécuriser, protéger votre zone en disant, ça y est, tel et tel responsable a été mis en demeure. Comme ça. C'est ce qu'avait fait notamment Virginie pour les histoires de vaccination, enfin d'injection plutôt dans les établissements scolaires. Elle avait aussi fait des super documents qui étaient susceptibles d'être envoyés par les parents au directeur d'établissement scolaire en disant attention, vous engagez votre responsabilité.
Très bien, bah, c'est ce C'est qu'on le leur même dit aussi. principe, ouais. Ouais. Là, c'est un seul document qui s'adresse donc aux établissements scolaires, aux forces publiques, parce qu'on policiers, gendarmes, enfin chefs de brigade, gendarmerie, commissaire de police, etc. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, les présidents de quoi? D'intercommunalité, c'est comme les maires, quoi. Ouais. Ensuite, les organismes de sécurité sociale, c'est-à-dire les directeurs d'hôpitaux, tout ça. D'accord. Les cabinets médicaux. Donc, il y a à la fois des institutions publiques et des institutions privées. Les D'accord. directeurs, les pharmaciens, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, un pharmacien, une officine, n'importe où. Tous Ouais. ces pharmaciens qui ont piqué, on en reparlera, ce sont des crimes contre l'humanité. Ouais. Et même rien que le fait de vendre le vaccin, hein, de ne pas Mm. donner les informations, ça on en reparlera. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, avec un seul courrier, qui est toujours le même Un courrier seul type, courrier. on choisit son destinataire, enfin, celui qui veut agir choisit son Exactement. destinataire. Il utilise la procédure que vous expliquez longuement dans vos vidéos et dans votre canal Droit en action, dont on reparlera. Il envoie ça et après, vous avez un suivi, je crois, géographique de Alors tout oui, ce qui a été fait. nous avons effectivement, Voilà, c'est bon. voilà une carte de France. Oui, Donc, qui va petit à petit, il y a déjà 71 mises en demeure répertoriées. Alors, si on peut l'agrandir, on peut aller voir sur Paris, par exemple, ce qui s'est passé ici. Et on peut cliquer. Alors, ça peut être des journalistes aussi, parce que les journalistes collaborent, ça, pour voilà, utiliser le exactement. mot le plus juste, avec toute Là, au début, justement, en 2020-2021, c'est moi qui avais fait une action, mais qui n'avait pas eu le retentissement que j'espérais, où je rappelais la charte de Munich à plusieurs stations de TV, enfin chaînes de Absolument. TV et stations radio, en leur disant qu'ils avaient quand même des obligations de faire leur travail. Et j'avais fait une lettre type que chacun pouvait envoyer par recommandé. Malheureusement, j'ai craint d'avoir un petit peu jeté enfin, mon énergie pour rien, parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Non, non. Ouais, non, chaque chose, c'est le colibri, hein, chaque chose Ouais, contribue. Alors, par exemple, là, on peut cliquer, vous voyez, la haute autorité de ouais. santé. Voilà, la haute autorité de santé a été déjà notifiée. Mhm. Ensuite, vous avez ici, je crois que c'est le directeur de Google. Google est propriétaire de YouTube. Ouais, Ensuite, vous avez ici l'ordre des pharmaciens nationaux. d'accord. Ensuite, vous avez, on arrive dans le sud-ouest. Qu'est-ce qu'on a là? Ben, on a Pascal Pro, producteur animateur CNews. Mhm. Puis on a encore des tas de gens je crois qu'on a prévu le Donc, ça veut monde. dire que chaque fois que quelqu'un envoie une lettre, il vous tient informé avec le Eh récépissé bien, on que la met vous sur demandez, la carte. j'imagine? C'est pour ça qu'il faut D'accord. passer par toute cette procédure pour avoir des résultats mesurables. Et on aide D'accord. les gens, on répond à leurs questions. Et puis, on vous explique aussi comment constituer des groupes localement pour faire un petit budget, envoyer plusieurs lettres ensemble et D'accord. puis Ok. et de semaine en semaine continuer, etc. Là, je vais Ok. fermer. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Vous vous demandez peut-être, on est très peu nombreux, etc. Alors, il y a deux concepts importants. Vous avez peut-être entendu parler du syndrome du centième singe. Oui, mais rappelez-le pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est le principe de la masse critique qui fait tout basculer. Après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, dans des îles au large de l'Afrique, des scientifiques étudiaient, il y avait des petites îles sur lesquelles il y avait des colonies de singes. Et Oui. chaque île était suffisamment séparée pour que les singes ne puissent ni marcher, ni nager, ni sauter d'une île à l'autre. Mhm. Et toutes les populations de singes étaient étudiées. Un jour, les scientifiques s'en dit, tiens, on va leur mettre des patates douces sur la plage. On va voir ce que ça fait. Ils ont Ouais. regardé pendant quelques jours, il se passe rien, les singes ne prenaient pas les patates douces. Alors un scientifique s'est dit, eh bien, je vais aller sur une des petites îles. Donc il sort de sa petite barque, il relève son pantalon, il arrive sur la plage, il prend une patate douce, puis devant un singe ou une guenon qui était là, il la lave dans la petite rivière qui coulait là, il la croque et il dit c'est bon. Et Mhm. ce que voit le singe le fait. Et donc le singe fait la même chose, il la trempe dans la rivière pour la nettoyer, enlever le sable, et puis il la croque, et puis il voit que c'est bon. Et puis ils ont observé ce qui se passait sur cette île, ils n'ont fait ça que sur une seule île. Oui. Et en quelques jours, ils ont vu que les singes, de proche en proche, eh bien, prenaient leur patate douce, la lavaient, la croquaient et trouvaient ça bon. Mhm. Et quand ils sont arrivés au point où il y avait à peu près 100 singes qui savaient prendre leur patate douce, la laver et la manger, ils se sont aperçus que du jour au lendemain, sur toutes les autres îles, tous les singes se sont mis à ramasser la patate douce qui était sur la plage, la laver et la manger. Comprenez? Ouais, ça fait rêver si on pouvait avoir ça. Donc, alors arrêtez de nous dire que nous ne sommes pas assez nombreux, etc. Et d'ailleurs, comment le sommet de la pyramide arrive à contrôler les masses? Ils ne sont pas assez nombreux non plus. C'est par l'information, la désinformation Mhm. et le mensonge et la peur. Eh bien, nous, qu'on va utiliser, c'est l'information juste et vraie.
Ouais. On va faire que les citoyens s'informent, c'est eux qui envoient les mises en demeure, ils s'informent déjà, ils reprennent leur puissance, ils agissent. Quand vous agissez en envoyant ces mises en demeure, d'abord vous le faites au nom d'un organisme international qui s'appelle le Conseil national de transition français Canal historique, qui est déclaré à l'ONU, qui est simplement l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, puisqu'il n'y a plus de constitution, on peut en parler aussi après. Et vous faites ça, vous exercez votre droit de résistance à l'oppression. Ouais. Article 2 de la Déclaration des droits de 1789, qui fait partie de notre bloc constitutionnel. Et le droit de résistance à l'oppression, c'est pacifique, c'est pas violent, c'est juridique en l'occurrence, dans cette action-là. Et c'est pour ça que dans ce document, il est envoyé au nom de cet organisme, mais il dit, c'est moi citoyen, je me constitue procureur du peuple en application, pour exercer mon droit de résistance à l'oppression. Vous êtes procureur du peuple. Procureur, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui s'occupe de quelque chose pour quelqu'un d'autre. Qui parle qui parle pour. Ça, c'est l'avocat, celui qui parle pour. Le procureur, il s'occupe. Procurer, c'est, voilà, s'occuper vraiment. Donc, il prend soin des choses pour quelqu'un d'autre. Le peuple, c'est le peuple. Le peuple est souverain. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous sommes opprimés. On va en parler, peu de constitution, plus des crimes avec les mesures sanitaires. Donc, nous sommes légitimes à dire à ces gens, ces intermédiaires qui sont les courroies de transmission du pouvoir, entre guillemets, eh bien, voici les informations justes et vraies. C'est vous qui allez être responsables. Et à un moment donné, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire ces personnes à force d'être notifiées, à force à terme de recevoir plusieurs... C'est sûr que s'ils reçoivent plusieurs mises en demeure, chacun qui commence à arriver, je vais peut-être pas dire tout de suite à flot continu, mais petit à petit, j'espère qu'en effet, ça va faire percuter quelques neurones. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire, j'ai pas envie d'être le dernier à prendre conscience. Ouais. Et puis, peut-être, j'ai pas envie de prendre pour les autres qui sont au-dessus de moi, et alors que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Et donc, à un moment donné, si certains commencent à dire, dans ma ville, c'est ceci, c'est comme ça, dans mon établissement hospitalier, c'est comme si, maintenant, on fait plus ça, on fait plus les vaccins, on fait plus ci, on fait plus ça. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Désolée, je vous interromps. Il y a, je ne sais plus, je crois que c'est en Californie, quelque part, un hôpital, il y a quelques mois, qui a voulu réinstaurer des masques obligatoires. Donc, ils ont fait un grand tapage médiatique et puis dans le personnel. Et le personnel a dit non tout de suite, non. Et donc, ils sont revenus en arrière. Ah non, mais vous avez mal compris, en fait, on voulait pas le faire. Bah, si, mais non. et donc, ça n'est pas passé. C'est-à-dire que les gens, le personnel de l'hôpital a dit non tout de suite. Ouais. Et donc, ils sont pas parvenus, ils sont pas repartis dans le mécanisme. Ça montre simplement que si on avait su dire non, comme le disait, nous, on l'a tous dit, dès 2020, déjà au niveau constitutionnel et au niveau sanitaire, il n'y a pas de preuve scientifique, on peut en reparler. Eh bien, si on avait dit non, ça ne serait pas passé. Tout ça, c'est du... Bien sûr, mais en même temps, on est beaucoup, et je m'inclus dedans, parce que je ne suis pas sensible à ces sujets-là depuis très très longtemps, et on est beaucoup à avoir été réveillés précisément, ou en tout cas avoir commencé à bien comprendre ce qui se passait précisément grâce, je vais le dire cette fois-ci, grâce à la crise Covid. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, on aurait, pour beaucoup, continué nos petites vies en se disant oui, il y a plein de choses qui vont pas, mais sans se rendre compte à quel point c'était grave. Et la démesure des mesures Covid a fait que ceux qui en étaient encore capables ont fini par ouvrir les yeux en disant ok, il faut que je creuse parce que là, ça va vraiment plus. Oui, absolument. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui a été censurée après, mais elle avait fait 25 000 vues en mai 2020 exactement, où je disais, mais cette crise Covid est une bénédiction. Parce qu'elle nous permet de tirons-en parti pour voir les réalités de tout ce tous les mensonges. Alors, donc quand vous déclarez ça, vous agissez dans le droit. En plus, vous avez une obligation en tant que citoyen, article 434.1 et 2 du Code pénal, de dénoncer les crimes aux autorités. Donc, vous pouvez aussi envoyer cette mise en demeure au procureur, bref, à toutes les autorités. Donc, c'est un devoir. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit dans cette mise en demeure? On dit comme disait tout à l'heure, il n'y a pas de constitution. Donc vous êtes en train d'obéir à des usurpateurs de fonction publique, sans droit ni titre, qui en plus commettent des crimes. Et vous êtes complice de ces crimes. Quels crimes? D'abord, le fait de faire croire qu'il existe une constitution, une république. Vous mettez le peuple en situation de coercition psychologique, puisqu'il se dit, mais mon Dieu, ils sont élus, mais mon Dieu, il y a la force publique, il y a la République. Et ça s'appelle une torture mentale, infliger intentionnellement des souffrances mentales ou physiques aiguës à quelqu'un qu'on a sous contrôle ou sous sa garde. C'est l'article 7 du statut de Rome qui institue la Cour pénale internationale, qui est en vigueur et d'applicabilité directe en droit français depuis le 1er juillet 2022, puis 2002, et qui est dans notre code pénal. Et
sous la forme de torture mentale, de torture tout court. Donc, Et pour ceux, j'ajoute à ça, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, il y a le rapport que Virginie Desarrojo-Recchia avait publié dès novembre ou décembre 2020, justement, qui recensait toutes les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui avaient été commises par le gouvernement depuis le début de mars 2020. Donc ça peut rajouter aussi, s'il y avait encore besoin de convaincre quelqu'un, que voilà, il y a plusieurs sources et il y a plusieurs personnes qui se font l'écho de ces violations-là depuis en tout cas 4 ans. Alors donc, on disait plus de constitution. Alors pourquoi? On peut en parler rapidement, Maître X? On peut en parler, oui. Alors, à ce niveau-là, je précise quand même que c'est une question complexe, que tout le monde n'a pas la même analyse, qu'on est ravi d'avoir plein de gens qui s'interrogent, et donc ce qu'on va écouter maintenant, c'est le point de vue de Maître Z, qui n'est pas forcément identique à celui d'autres, mais en réfléchissant tous ensemble, on va finir par trouver, si ce n'est un accord total sur l'analyse, au moins un accord sur la façon de réagir. Alors je vais essayer d'être synthétique. Le 28 septembre 58, grand référendum, près de 79-80% d'approbation d'une constitution qui dit quoi? Dans son préambule, c'est-à-dire avant même d'entrer dans la constitution, on rappelle un certain nombre de règles qui sont donc pour moi supérieures à la constitution et qui sont qui dit, le préambule dit, le peuple français, donc c'est pas les Chinois ou les Tchèques, proclame solennellement son attachement. Et à quoi? Au principe de la souveraineté, aux droits de l'homme et au principe de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis dans la déclaration de 1789, ainsi qu'au préambule de la Constitution de 1946. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme, tels que définis dans la déclaration de 1789, et au principe de la souveraineté nationale, qui est aussi défini dans la déclaration des droits de l'homme. Pour moi, ça veut dire que cette déclaration pose un certain nombre de règles en préambule de la Constitution, donc avant même d'ouvrir la Constitution, qui fixe les règles. C'est comme vous prenez le code civil ou le code pénal, c'est les règles avant de faire votre contrat, quoi. Oui. Et la Constitution, c'est quoi? C'est un contrat qui institue, une constitution qui institue quoi? Des autorités. Les autorités, c'est des gens à qui on va remettre une autorité, c'est-à-dire qu'on devra lui obéir. Mais qui remet l'autorité? Celui qui a le pouvoir, le souverain. Donc c'est un contrat. Et qu'est-ce que dit cette déclaration des droits de 1789? Elle dit qu'il y a des droits inaliénables, etc., et sacrés, qui sont notamment la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression dont on parlait tout à l'heure. Il y a un autre droit qui est la souveraineté, puisqu'ils disent la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Aucune autorité ne peut être conférée à un individu ou à un groupe, à moins qu'elle n'en émane expressément de la nation. La nation, c'est le peuple. Ensuite, vous avez l'article 6, il y a plein d'autres articles, liberté d'expression, etc. Ne pas être condamné pénalement sans une loi, etc. Et l'article 6 dit, en substance, les citoyens, la loi est l'expression de la volonté générale, et les citoyens participent, je crois que c'est ça les mots, personnellement à la formation de la loi ou par leurs représentants. Oui. Personnellement, ça veut dire par référendum. Ou par leurs représentants, l'un ou l'autre. Mais les représentants, c'est pas les souverains, vous êtes d'accord? Non, on est d'accord. C'est pas ménage qui vous représente pour aller signer un papier. Est-ce que c'est elle la souveraine? Non, c'est pas vous. Bon, et si elle fait des choses contraires à ce que vous lui avez demandé, est-ce que ça vous engage? Bah non. Pas vraiment. Bon. Donc, les représentants. Et qu'est-ce que nous a dit la Constitution de 58, c'est écrit en dessous, en application de cela? Eh bien, article 3, si de mémoire, c'est pas trop dur, la souveraineté nationale appartient au peuple. Bon, ben là, on est d'accord. Oui. Qu'il exerce, c'est là que ça fait un peu vriller certains, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Alors, bien sûr, il exerce par ses représentants et aussi par la voie du référendum. Oui. Mais quand vous dites ça, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre sont légitimes à prendre des décisions qui iraient contre la volonté. Voilà, ça c'est le point précis sur lequel tout le monde n'est pas d'accord, donc on va... Alors j'explique mon point de vue. Ah oui, tout à fait. Le point de vue, c'est que la souveraineté nationale appartient au peuple. Point. On pourrait s'arrêter là. Ensuite, il exerce par ses représentants, très bien. Bon, tant que moi je suis content des représentants, j'ai pas de problème. Il exprime ma souveraineté, il exerce ma souveraineté nationale. S'il y a un référendum et que nous avons, nous, le peuple, décidé quelque chose, le représentant, il peut pas aller contre cette décision. Ça me paraît évident. Troisièmement, même s'il n'y a pas de référendum, si le représentant dit un beau jour « Ah ben maintenant, on va donner la souveraineté à l'Union européenne », même s'il n'y avait pas eu de référendum, est-ce que vous croyez que c'est conforme à la Constitution?
Si la Constitution est mal faite et qu'on a donné trop de pouvoir aux représentants, il n'est pas sûr qu'on ait un accent. La Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc, ils peuvent pas la donner à quelqu'un d'autre. Deuxièmement, la Déclaration des droits nous dit, lorsque, c'est l'article 16, dans toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. Non, on est bien d'accord. Alors, ce qui veut dire que la garantie des droits, prenons juste le droit de former la loi personnellement. Là, en l'occurrence, on a fait un référendum en 2005, on nous a demandé notre avis, on a dit on veut pas de ce texte. Donc, on a formé une loi qui dit on ne veut pas de ce texte. On nous a resservi ce texte repeint autrement, comme a dit Giscard très clair en octobre 2007, oui, dans un article du Monde. Le traité de Lisbonne, c'est la même chose que le traité de l'Union européenne. Simplement, ça a été mis dans un autre ordre. C'est comme une commode où vous avez déplacé les tiroirs, mais vous les avez peints d'une autre couleur, mais c'est la même chose dedans. Il a dit ça texto. Et donc, nous l'avons refusé. Et la souveraineté nous appartient, nous, le peuple. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, pendant que vous récupérez le fil, je précise pour les auditeurs que tout le monde est d'accord pour dire que ce traité de Lisbonne n'avait pas à être pris à la place du référendum pour lequel on avait dit non. La question juridique plus technique qui oppose certains juristes, c'est de savoir si oui ou non le fameux traité devait être ratifié ou pas par la suite. C'est surtout à ce niveau-là qui est plus technique. Alors, moi, je propose qu'on rentre pas dans le détail là. Il faut juste savoir. Terminer. Donc, premier droit qui est violé, j'en étais au droit violé, garantie de droit pas assuré et séparation des pouvoirs. Donc, premier droit qui est violé, c'est la souveraineté, puisqu'on nous a repassé ce texte par derrière contre la volonté du souverain. Alors, est-ce qu'un représentant peut aller contre la volonté du représenté qui a été clairement exprimée? Non, là, on est bien d'accord. Oui, à condition de nier le mot souveraineté. D'accord. Voilà, ok. Le sens du mot souveraineté qui veut dire autorité suprême du souverain et qui est au-dessus de toute chose en son genre, etc. Donc, point. Deuxième droit qui est violé, le droit de former la loi par référendum. Notre loi n'est plus reconnue. Et maintenant, deuxième condition pour qu'il n'y ait plus de constitution, parce que le texte dit il n'y a point de constitution. Ça veut dire c'est comme dans un contrat, quand vous avez une clause qu'on appelle résolutoire, le juge n'a pas le choix de résoudre ou pas le contrat. Il doit appliquer la clause résolutoire de plein droit. Résolution de plein droit. Donc là, il dit il n'y a point de constitution, ce texte qui, pour moi, est supérieur à la Constitution, puisqu'il est affiché et proclamé d'entrée par le peuple français en 58, depuis 58, il est toujours là. Eh bien, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Pourquoi? Parce que ces représentants se sont tous mis ensemble. D'abord le Conseil constitutionnel qui a dit on va modifier la Constitution, vous allez voir, vous serez contents. Le législatif a autorisé la ratification par loi du 13 février 2008, après avoir eux-mêmes changé en congrès à Versailles le 4 février 2008 la Constitution, sur le conseil du Conseil constitutionnel, et le président était censé ratifier. Et puis on s'aperçoit qu'il n'a jamais publié de décret de ratification. Mais ils ont tout fait comme si c'était ratifié. Donc, quand le traité est passé, est entré en vigueur le 1er décembre 2009, etc., ils vous ont jamais dit que c'était pas ratifié, que c'était pas valable, non? Et puis, les parlementaires, ils n'ont pas arrêté d'appliquer les directives européennes, conformément au traité, etc. Donc, ce traité, c'est comme s'il avait été appliqué dès cette loi d'autorisation de ratification du 13 février 2008. Et en faisant cela, eh bien, vous avez l'exécutif, le législatif et le Conseil constitutionnel qui sont mis ensemble contre la volonté du peuple de 2005. Ça s'appelle quoi, ça? La réunion de tous les pouvoirs en une seule main. Là, on est bien d'accord. Je dis, la seule, et d'ailleurs, je ne me prononce même pas là-dessus puisque j'ai pas fait des recherches, mais pour les auditeurs, je précise que le seul point d'achoppement entre les juristes qui sont prononcés là-dessus, c'est de savoir si oui ou non il fallait une ratification et si il en fallait, quelles sont les conséquences de la non-ratification. Oui, j'ai quand même entendu un juriste se dire si ce que le peuple a refusé d'accepter par référendum, les représentants peuvent parfaitement l'accepter. Donc ça me paraît un petit peu osé compte tenu du principe de souveraineté. C'est le point. Le problème, c'est que c'est super technique et qu'en effet. Non. Alors, moi, pour le côté super technique, permettez-moi, dans le préambule de la Déclaration des droits de 1789, il est dit que l'ignorance, le mépris des droits, etc., est la cause de tous les maux. Que le but de cette déclaration est d'énoncer des principes simples. C'est le mot principe simple pour que chacun les ait à l'esprit et puissent voir ce qui se passe avec le législatif et l'exécutif et porter leurs réclamations pour sauver la Constitution et le bonheur de tous. Donc des principes simples, c'est pas fait pour des spécialistes, c'est fait pour le peuple. Et en l'occurrence, on peut aussi dire que l'autorité judiciaire, le pouvoir judiciaire, ce que vous voulez, qui normalement ça devrait être des jurys populaires, mais en l'occurrence ce sont des juges, eh bien, ce qu'on a pu constater, et c'est là que la réunion de tous les pouvoirs, elle est vraiment consommée, c'est que depuis 2008, on a pu constater le silence assourdissant des juridictions.
essayer de le soulever devant Ça, c'est certaines clair, par contre, ouais. C'est pour ça que j'ai quitté la profession, parce que quand on devient avocat, on prête le serment d'exercer la profession. Vous savez comment? Ouais. Je reprends le serment. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, constance, indépendance, probité et humanité. Dignité quand on ne peut pas dire que nous sommes dans un système où il n'y a plus de constitution, etc. C'est pas de la probité, c'est plus. Donc j'ai dû arrêter. Il y a plus de 10, il y a 12 ans, 13 ans. Donc voilà pour ce qui est de la Constitution. Pour moi, il n'y en a plus. Et donc on rappelle ça aux gens, on rappelle ça aux forces publiques en leur disant que pour l'instant ils sont les factotums d'usurpateurs, parce que s'il n'y a pas de Constitution, tous les élus ne sont pas élus, les élections sont nulles et non avenues depuis février 2008, les actes, traités, lois, décrets, ordonnances, tout ce que vous voulez, sont nuls et non avenues, et tous ces gens sont d'abord usurpateurs de fonction publique, article 433, 1 et 2, je crois, du Code pénal. C'est un petit délit, 3 ans, 45 000 euros d'amende, mais bon. Ensuite, ils sont surtout maintenant criminels, parce qu'ils font croire au peuple. On vous a fait croire ou pas qu'il y avait une constitution de république depuis 2008? Ah, ça oui. Bon, et ça fait quoi sur vous? Ah bon, mon Dieu, je peux rien dire, ils sont élus. Ça s'appelle une torture mentale, pour moi. Et comme c'est de façon généralisée ou systématique, article 212.1 du Code pénal, on rentre dans les actes qui sont constitutifs de crimes contre l'humanité lorsqu'ils sont faits selon un plan concerté. D'accord. Le plan concerté des gens qui sont censés faire la loi, est-ce qu'ils sont censés nous la faire à l'envers? A priori, non. Ils sont censés connaître, ils sont un peu de mauvaise foi, donc c'est bien un plan concerté depuis 2008 par ces gens de l'exécutif et du législatif. Je ne veux pas me mettre en colère, je donne juste des faits pour avoir des clés d'analyse et que les gens puissent prendre du recul, observer la situation, prendre une décision. Ouais. Tout. Alors, il y a plein de gens qui ont été élus, très bien, mais par des élections qui sont nulles et non avenues. Allez voter aux législatives, aux européennes. Bon, ben, vous avez compris. C'est même pas la peine. À quoi ça sert? Et alors, qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, et donc des crimes aussi, torture mentale. Et puis maintenant, venons-en aux autres crimes. Ils ont commis des crimes par les mesures qu'ils ont imposées. Alors il y en a depuis 2017, etc. Mais en 2020, 2018, les vaccinations contre les maladies soi-disant infantiles. Ouais. Même avant, hein, les 3 vaccins obligatoires. Bon, alors on va se contenter de 2020, et puis vous pourrez appliquer ça après, observer, analyser, prendre votre décision pour le reste. En 2020, on a eu le confinement, puis le masque, puis le test, hein, avril, mai 2020. Est-ce qu'il y avait des preuves scientifiques que ça fonctionne? Bah, il y avait ça avait été arrêté depuis très longtemps. Le masque, il a même été prouvé dans les années 80 que même en salle d'opération, ça ne protège pas contre des infections de quoi que ce soit. C'est juste pour protéger des projections, hein, pour le chirurgien, c'est tout. Et les tests PCR, l'inventeur Karim Ulis a toujours dit que ce n'était pas un test, point. Ça peut pas servir à détecter quoi que ce soit. D'ailleurs, je précise quatrièmement que les CDC américains, depuis février 2020 jusqu'à fin 2022, ils ont mis dans leur document d'autorisation d'urgence des tests PCR, ils ont dit attention, ce test ne permet pas de diagnostiquer une maladie. Et ça ne prouve pas, même s'il est positif, qu'il y a un virus. Exact. Et après, page 40, etc., ça variait selon les mois, parce qu'ils mettaient à jour leurs documents, ils disaient, comme nous n'avons pas un échantillon, un isolat quantifié du virus, nous avons établi à partir d'une base de données un virus par un logiciel pour imiter un échantillon clinique. Donc ils reconnaissent dès 2020, je vous le signale, qu'ils n'ont jamais eu de virus. Ouais. Vous avez Pfizer, le président Bourla, qui a dit aussi à CNBC, fin 2022, nous n'avons jamais eu le virus physique. Ouais. Bon, alors répétez, d'accord? Parce que le but, c'est d'être responsable et pas dans l'émotionnel. Mon Dieu, il y a une maladie, je crois au virus. Non, y a-t-il preuve scientifique que des virus existent? Après, vous faites ce que vous voulez. Mais posez-vous les questions, c'est quand même une question de vie ou de mort. Bah oui, au sens propre d'ailleurs. Moi, je me suis dit, je vais vous dire, en février 2020, j'ai vu que la vitamine C avait de bons effets à Wuhan, ça a été prouvé sur ces infections. Et je me suis dit, mais attendez, s'il y avait des virus qui tuent toute l'humanité, on aurait jamais survécu depuis des millions d'années jusqu'à présent. Donc ça m'est vite sorti de l'esprit et j'ai découvert tout de suite en mars que des années, Stéphane Lanka, docteur allemand, avait expliqué que les virus contagieux pathogènes n'existent pas. Alors, déjà, premier point, les mesures, masques, confinement et tests n'ont pas de preuve scientifique. Qu'est-ce que nous dit le droit international? C'est le résultat du Code de Nuremberg qui a été mis en 1966 dans l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé par des tas de pays. On interdit les tortures, les traitements humains, et on dit, pardon, les expériences scientifiques ou médicales sans le consentement libre de la personne sont interdites.
des expériences scientifiques ou médicales. Ouais, Sans consentement libre sont interdites. Pour qu'il y ait un consentement libre, il faut une information libre. Comme disait Prévert, lorsque la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie, n'est-ce pas? exact. Donc, tant que vous n'avez pas d'information libre sur le fait qu'il n'existe pas des virus, vous ne pouvez pas consentir librement. Donc, on est bien dans le cadre de l'interdiction. Sur ça, et puis après sur l'efficacité des pseudo-injections, etc. D'abord, sur Mais la en amont, en nécessité. effet, oui. En amont, sur la nécessité. Ouais. Après, on va se demander, mais est-ce qu'il y a besoin d'un vaccin avant même de voir si c'est un poison ou pas? Même s'il y avait de l'eau de rose dans ces vaccins, je dis toujours, Ouais. eh bien, ce serait un crime contre l'humanité, puisqu'on vous fait Mm. croire que c'est nécessaire, etc., etc. On vous injecte quelque chose, alors que c'est une expérience, parce que c'est bien de mettre de l'eau de rose dans le sang des gens, mais Mm. c'est une expérience, parce que vous n'avez pas de preuve que ça peut lutter contre un virus imaginaire. Alors pourquoi imaginaire, ce virus? Parce que toutes les études scientifiques, si vous les lisez bien, elles disent qu'ils ont isolé, mais je me souviens d'une microbiologiste qui, en mai 2023, en présence d'un autre professeur de médecine français connu, disait « Oui, mais c'est le mot qu'on utilise ». À la demande de Pierre Fayot, il disait « Mais c'est un mot qui n'est pas correct, vous n'isolez Ouais. rien du tout ». Mais c'est le mot qu'on utilise. Pierre Fayot disait « Mais vous utilisez un mot, déjà que vous avez un niveau de preuve faible et vous utilisez un mot trompeur ». Ouais. Quand ils disent qu'ils ont séquencé le génome, ils n'ont pas séquencé, ils ont mis ça dans un logiciel qui a assemblé des petits bouts de génome pris à partir d'un mélange où ils n'ont rien isolé, n'est-ce pas? Donc il peut y avoir des génomes du patient, des poumons du patient, du sérum bovin qu'ils ont rajouté au mélange, ainsi que des cellules de rein de singe ou d'embryon dans lesquelles ils ont fait pousser soi-disant le virus, etc. Donc ils mettent tous ces petits bouts de génome, ils les assemblent par un logiciel, qui leur sort une séquence et ils disent nous avons isolé. Non, nous avons séquencé. Ils n'ont rien isolé d'abord et ensuite ils n'ont rien séquencé, ils ont fait un assemblage. C'est comme si vous prenez 1 million de lettres et vous me dites tiens, trouve-moi la première phrase de Hamlet, par exemple, ou de. Ouais. Eh ben, vous pouvez prendre avec toutes ces lettres, vous l'assemblez, vous dites ah ça y est, j'ai trouvé le. Donc vous avez la phrase de Hamlet dans ce truc-là. Trouvez-moi le génome du Zika, de Ebola, de la grippe, du machin, du truc. Vous trouvez ce que vous voulez, vous comprenez? Ouais. Donc, dans les tests PCR, on vous dit, voici la liste des génomes, un certain nombre de listes. Si on trouve ça chez les gens, c'est qu'ils ont le Covid. Oui, mais il n'y a jamais eu de Covid prouvé au départ, de test de référence. Ouais, c'est sûr. Donc, ça s'appelle un virus imaginaire. Donc, voilà, vous avez le droit de faire une expérience, par exemple, de mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça s'appelle une expérience. Voilà. Donc là, vous allez, pour lutter contre un virus imaginaire, vous allez dire, il faut mettre un masque, il faut vous confiner, il faut vous distancier, il faut un QR code pour aller au restaurant, il faut vous baisser quand vous allez au restaurant parce que debout au bar, c'est dangereux. Oui. Ouais. Ah, mais je suis persuadée que s'ils avaient demandé aux gens de marcher à 4 pattes dans la rue, certains attention, l'auraient fait. Le virus, vous souvenez-vous que le virus, il avait aussi un smartphone parce qu'il savait le changement d'heure. En octobre, il a pu savoir qu'à partir de 23 heures, Ouais. changement d'heure. Non, mais c'est fabuleux, ce virus imaginaire. Un smart virus, en fait. C'est ça l'avantage de l'imagination, on peut inventer tout ce qu'on veut. Ah, mais le pire, c'est que ça marche, quoi. Je suis persuadée vraiment, hein, s'ils avaient demandé aux gens de marcher à 4 pattes dans la rue ou à reculons, certains l'auraient fait, quoi. Et avec une carotte, je pense, oui. Bon, pardonnez-moi. Et donc, et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors un grand professeur de médecine disait lors de cette interview avec Pierre Fayot en mai 2023, mais je ne peux pas laisser dire que les virus n'existent pas. Alors, je l'écoute. Et il nous dit, mais les malades existent, je les ai vus. Alors moi, je me suis dit, bah écoutez, si ce sont des scientifiques qui disent ça, je vais utiliser le même raisonnement scientifique. Hein. Moi, comme un singe, je regarde, j'observe, c'est pareil. Alors on va prendre le même raisonnement scientifique. Comment prouver que le Père Noël existe? Bon, alors j'observe, à Noël, on reçoit tous des cadeaux, donc le Père Noël existe. Ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ouais. Ok, donc, nous avons donc affaire à des crimes contre l'humanité par torture mentale, parce qu'on nous fait croire aussi, non seulement à la République, mais à l'existence de virus contagieux, pathogènes. La contagion, je précise, n'a jamais été prouvée depuis 200 ans. L'isolement des virus, les virus n'ont jamais été prouvés non plus. Et le fait que... Alors Montagnier, le professeur Montagnier a dit en 2010 dans une vidéo, l'empereur, je sais pas quoi, cette vidéo, on lui demande, alors quand vous sédimentez les prélèvements faits à partir du patient, je vous explique ça rapidement. Très bien. Vous avez effectivement une bande de sédiments où il y a des particules qui font tant de nanomètres et tel poids et telle forme. Oui, absolument. Et dans ces particules, docteur Montagnier, professeur Montagnier, il y a des particules qui sont des résidus normaux de cellules qui se détériorent, qui meurent normalement. Oui, absolument. Et puis il y a les particules qui sont, ce que vous dites, sont les virus. Absolument. Tout à fait. Mais comment vous pouvez distinguer les deux? Et il répond en anglais, you cannot. Vous ne pouvez pas distinguer les deux. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas distinguer ce qui est un virus, ce qui n'est pas un virus.
Donc comment vous savez qu'il y a un virus? Vous n'avez jamais pu isoler un virus. Il parlait du sida, mais c'est pareil pour tout. Ouais. C'est pour ça qu'on les met dans des cellules de rein de ceci, puis on voit si les cellules meurent. Je vous explique l'expérience qui est mise dans toutes ces fameuses études scientifiques. Vous mettez dans des cellules qui sont cultivées en laboratoire, vous les sortez, vous arrêtez de les nourrir parce que sinon ça va trafiquer l'expérience. Des cellules de rein de singe, par exemple. Vous leur injectez ces particules prises d'un seul malade, pas de 500, un seul malade, et puis vous regardez, vous ajoutez des antibiotiques pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries, et puis un enzyme, etc. Vous les empoisonnez, quoi, en gros. Alors on vous empêche de manger, on vous empoisonne, et puis au bout de 3 jours, on regarde à 37 degrés si les cellules meurent. Et si elles meurent, c'est qu'il y avait un virus. C'est l'effet cytopathogénique. C'est qu'il y avait un virus dans la cellule. Ah oui. Et comme il y a le virus, alors après on découpe en tout petits morceaux pour prendre tous les petits bouts de génome dans lesquels il y a des génomes du patient, des génomes du sérum bovin qu'on a ajouté aussi, des cellules de rein de singe et tout. Et puis on dit, ah ben non, ça, ce génome, ce bout de gène, c'est pas là. Et voilà, les petits bouts de gène, on les assemble avec un logiciel et on dit, voilà le génome du virus qu'on n'a jamais vu. Excusez-moi d'aller au fond des choses, mais il faut que les gens le sachent. Et parce que souvent, on confond en fait les opinions et les faits. Il ne s'agit pas de... nous, on fait du droit, maître Yves, n'est-ce pas? Ouais. On a les faits. Comment dire? Alors, vous savez, par exemple, que c'est la conventionnalité des lois. Une loi ne peut être appliquée par un juge, et les avocats peuvent le demander aussi de ne pas l'appliquer, que si elle est conforme aux traités internationaux. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs pour pas mal de procédures récemment à propos des suspensions. Bon, très bien. Mais alors, expliquez-moi. Les traités internationaux, on a vu qu'ils interdisent les expériences médicales sans le consentement libre des patients. Ouais, et ça, les juges ne veulent plus en entendre parler, par contre. Ceux-là, ils veulent pas. Ah non, mais les juges, ils rendront. Ah oui, mais je dis pas qu'ils ont raison, je dis juste que pour l'instant, chaque fois que ça a été plaidé, sur ces arguments-là, ça ne passait pas, quoi. Moi, j'ai pu faire des conclusions, enfin, je n'étant plus avocat, mais j'ai des modèles de conclusion pour des personnes qui l'ont soulevé, et le juge répond, je ne suis pas compétent. Ouais. C'est un délit de justice absolu. C'est pas qu'il n'est pas compétent, c'est qu'il est obligé de. Ouais. Voilà. Mais attends, il n'y a pas que les juges. Donc, vous avez l'interdiction. Quand vous avez une personne, rien qui était licenciée pour non-port du masque, il se prend une amende à 135 €. L'avocat devrait, est-ce que vous en connaissez beaucoup, soulever la nullité de cette loi qui impose et demander au procureur, avez-vous la preuve scientifique qu'il existe un virus et que votre masque permet de lutter contre ce virus? Sinon, vous êtes dans une expérience scientifique interdite par le droit international et cette loi n'est pas applicable. Combien d'avocats l'ont demandé ça? Pas beaucoup, à mon avis. Alors, un avocat, il parle pour vous, avocat, d'accord? Imaginez, maître X, que vous arrivez au tribunal et vous êtes accusé, et vous avez un avocat, vous êtes accusé d'avoir volé la Tour Eiffel. Et votre avocat, il va pas contester les faits. Il va pas contester qu'il n'y a pas de virus, attention. Mais il va dire, mais regardez, elle est aussi avocate, elle a 2 enfants, ce que vous voulez. Elle fait pas ça tous les jours, mais il va jamais contester les faits. Vous trouvez ça normal? Ben non. Première chose qu'on fait en tant qu'avocat, on regarde les faits. Et le droit. Et puis on en tire la conclusion. On va pas regarder que le droit. Sinon, on est chez les soviets. Voilà, donc j'espère que ça peut permettre de faire réfléchir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, privation de liberté physique en violation du droit international qui interdit donc les expériences, c'est un crime contre l'humanité. Torture mentale en faisant croire, en culpabilisant les gens, c'est bien une torture mentale parce qu'il y a un méchant virus, attention, mettez les grands-parents dans la cuisine à Noël, les enfants, n'allez pas voir les grands-parents, vous allez les tuer. On n'est pas dans la torture mentale? Ah là, c'est clair, oui, là, il n'y a aucun doute, oui. Donc on met en demeure ces gens. C'est même toute la charte la charte de Biderman. Alors il y a des gens qui sont encore plus responsables que d'autres, c'est ceux qui ont le devoir déontologique de connaître ces données scientifiques. Vous savez qui c'est? Ce sont les médecins, les pharmaciens. Ouais, c'est sûr. Vous savez qu'une infirmière est responsable, par exemple, si même une ordonnance de médecin lui dit de faire quelque chose, si elle vérifie pas la science, c'est dans son code de déontologie, elle est responsable de l'erreur commise par le médecin. Tout comme le pharmacien d'ailleurs. Et le pharmacien, il doit aussi lutter contre le charlatanisme. Dans le code de déontologie. Et qu'est-ce que dit le code de déontologie pour les médecins? Article 8 et article 13. Article 8, liberté de prescription dans le cadre des données acquises de la science. Elle est où la science? Elles sont où les données de la science qui prouvent qu'il y a un virus qui est contagieux? Surtout que depuis 200 ans, il y a un livre qui vient de sortir, Can You Catch a Cold, qui s'appelle le 24 mars, en anglais, qui n'est pas encore traduit, qui référence 1100 études qui depuis 200 ans n'ont pas réussi, des études scientifiques, à prouver la contagion. Alors, quand on ne prouve pas la contagion depuis 200 ans,
mais que des virologues ou des virologistes, on va dire, parce qu'ils nous font peur avec des virologues, des virus, c'est comme des terroristes, n'est-ce pas? Des virologistes, eh bien, nous disent qu'il existe des virus pathogènes qui causent des maladies donc contagieux. Je me pose des questions. Il y a des virus contagieux, mais il n'y a pas de contagion. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils n'arrivent pas à prouver l'existence de leur virus en plus. Ouais. Donc, des crimes contre l'humanité, qu'est-ce que je veux dire? La charge de la preuve, pour faire du droit, Maître X, vous le savez, elle Oui, appartient à qui? c'est ça que j'allais dire justement, c'est que même en imaginant qu'on puisse encore avoir un débat serein sur l'existence ou l'inexistence des virus, etc., en droit, c'est à eux à nous démontrer Exactement. que leurs mesures sont appropriées, adéquates et utiles et efficaces, quoi. Un principe de droit depuis le droit romain, c'est que la preuve d'un fait, la charge de la preuve d'un fait incombe à celui qui allègue ce fait. Oui, bah oui, ça c'est. Si vous dites par exemple, quand il pleut et que c'est tout gris en haut, ce sont des éléphants volants qui nous pissent dessus. Est-ce que c'est à moi de prouver que c'est faux ou c'est à vous de prouver que c'est vrai? Bah, c'est à moi de prouver que c'est vrai, c'est sûr, mais on est bien d'accord. Et Bon, quand des virologistes ou des Castex et autres nous disent attention, le virus, etc., c'est à lui de prouver qu'il existe un virus scientifiquement ou pas? Ben oui, ça on est bien d'accord, hein. C'est pour ça que voilà, des mises en demeure Alors, ont été envoyées, qu'on leur a demandé de démontrer ah oui, alors voilà, l'efficacité des mesures sanitaires et que ça n'a toujours pas été fait. Donc, j'en reviens au point où j'en étais, la mise en demeure, etc. On leur dit ce sont des crimes contre l'humanité. Oui, mais nous on veut pas faire du mal, on n'a fait qu'obéir aux ordres, et puis d'abord, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que les Allemands, on peut dire ça, nous on a fait qu'obéir aux ordres et à la loi, les fonctionnaires allemands. Mais c'est plus possible aujourd'hui. Depuis des années, j'ai pas retrouvé l'origine du texte, mais en tout cas depuis 2000, des années, dans le code pénal français, il y a un article qui dit que les auteurs ou complices de crimes contre l'humanité, ou complices, ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité au prétexte qu'ils n'ont fait qu'appliquer la loi, le règlement ou le commandement de l'autorité légitime. Ouais. En l'occurrence, elle n'est même pas légitime, il n'y a pas de constitution. Et je rappelle que ça vaut aussi pour les militaires et les forces de l'ordre qui ont l'obligation de ne pas obéir à des ordres manifestement illégaux. Oui, ça c'est pour les forces de l'ordre et les militaires, c'est des ordres contraires à la loi. Ouais, et ensuite, il y a ça c'est le 213-4 et il y a le 213-4-1 qui dit que les chefs, qu'ils soient militaires ou civils, il y a deux paragraphes, les chefs civils ou les chefs militaires sont responsables de crimes contre l'humanité commis par leurs subordonnés qui étaient sous leur contrôle effectif lorsqu'ils n'ont pas pris les mesures pour l'empêcher. Ouais. Donc un chef de supermarché qui laisse faire des choses à la porte, il est responsable aussi. Alors, maintenant, pourquoi vous dites, oui, mais nous sommes que, etc. Alors, je reviens sur les médecins. Premier article 8, la prescription libre dans le cas des données acquises de la science. Ils devaient pouvoir prescrire ce qu'ils voulaient, les médecins. Du moment qu'un médicament n'est pas nocif, ils pouvaient l'utiliser. On leur a interdit. Bon, ils auraient pu mettre en... Mais bon. Article 13, lorsqu'un médecin parle dans le public, diffuse des informations dans le public, il ne peut diffuser que des informations, que des données confirmées, dit le texte. Données confirmées par quoi? Par la science. Et dit le texte ensuite, en faisant preuve de prudence et avec le souci des répercussions de leurs propos sur le public. Alors, il faudrait avoir des données confirmées. Ou sans vos données confirmées, vos études scientifiques, non, votre étude scientifique, là, elle ne montre pas un isolement, c'est faux. C'est une fraude scientifique. Et vous avez fait preuve de prudence, est-ce que vous l'avez lu au moins cette étude? Excusez-moi, là, je suis en train d'attaquer les médecins, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est monstrueux ce qui s'est passé quand même depuis 4 ans. Ah oui, mais là, on est bien d'accord, oui. Et puis Et ensuite, est-ce que vous avez un peu plus de résistance, de prise de conscience et de résistance des médecins qui auraient dû se battre pour au moins faire leur métier, c'est-à-dire prescrire et soigner leurs malades, on n'en serait sans doute pas là depuis longtemps. Oui, mais après, je parle de ceux qui diffusent des informations, c'est-à-dire les médecins de plateau. Bon, eux, ils diffusent des informations, le virus, le machin, le vaccin, mais ils nous disent pas qu'il n'y a pas de virus. Donc, ils doivent diffuser. S'il y a un vaccin, c'est qu'il y a un virus. Donc, ils diffusent des informations non confirmées par la science. En plus de dire que le vaccin empêchait ceci, cela, bref. Donc, et ensuite, est-ce que vous avez le souci de la répercussion de vos propos sur le public? Ça, c'est une vraie responsabilité. Alors, on va dire, oui, mais nous, on voulait pas faire du mal, on voulait dire déjà de pas prendre le vaccin, etc. Bon, très bien. Qu'est-ce que la complicité? Alors, la Cour de cassation s'est prononcée en matière de crime contre l'humanité 2 fois. En 97 avec l'affaire Papon. Papon disait, oui, mais moi, je n'ai pas adhéré à l'idéologie hégémonique des nazis. Et qu'est-ce qu'a dit la Cour de cassation? Non. Eh bien, il suffit pour être complice, il n'y a pas besoin d'adhérer à l'idéologie au plan concerté. Il suffit d'apporter aide et assistance. Et l'aide et assistance, en l'occurrence, c'était des actes concrets de sa part,
Mais l'aide et assistance, on va voir, ça peut être de l'abstention aussi. Donc, j'y viens. Deuxièmement, le 7 septembre 2021, dans l'affaire Lafarge avait des usines en Syrie, et pour maintenir ces usines, elle a donné quelques millions à l'État islamique. D'accord. Et alors, évidemment, le juge d'instruction a dit non, il n'y a pas crime contre l'humanité parce qu'ils n'ont pas participé au plan concerté pour faire du mal à la population avec l'État islamique. Alors, Mais je vais vous en donner un de plus pour votre série. Il y a une décision qui a été rendue, je crois que c'était en novembre 2022, j'ai plus la date exactement, où c'est une société qui développe de l'intelligence artificielle, qui vend un système d'intelligence artificielle à la Libye. La Libye s'en sert pour tracer des opposants politiques qui sont ensuite arrêtés et torturés. D'accord? La société est française, hein. Et donc ils sont arrêtés, torturés, etc. Finalement libérés ou échappés ou évadés, je ne sais pas. Et ils reviennent en France. Et plusieurs d'entre eux attaquent la fameuse société en complicité de torture, crimes contre l'humanité, je ne sais plus quoi d'autre. Et ils gagnent. Parce que précisément, la société qui développait le système d'intelligence artificielle et de suivi dit oui, mais non, attendez, nous on n'a fait que développer un système d'intelligence artificielle, on savait pas à quoi il allait être utilisé. Et pareil, la décision a été rendue dans le sens où on a dit ben, c'était une mesure indispensable et sans ce système-là, certaines arrestations n'auraient pas eu lieu, donc vous avez prêté votre concours. Et ils s'étaient même défendus en disant oui, mais la Libye, enfin, les services libyens n'utilisent pas uniquement notre système à nous, ils utilisent aussi des systèmes anglais et je sais plus d'autres pays. Mais non, peu importe, peu importe. Dès le moment qu'ils avaient prêté assistance, eh bien ils ont été considérés comme potentiellement complices de crimes contre l'humanité, de torture, d'actes de torture contre les dissidents qui avaient été arrêtés et torturés. Très bien, absolument. Donc, comme je disais, c'est le côté complicité. Il n'y a pas besoin. Donc, c'est là qu'a précisé, puisque maintenant le texte dit selon un plan concerté. Il faut qu'il y ait un plan concerté pour crimes contre l'humanité. Plan concerté, une attaque généralisée ou systématique contre un groupe de population civile en commettant un des actes suivants, notamment la torture, la privation de liberté, etc. Bon. Eh bien, en septembre 2021, la Cour de cassation a dit non, il y a bien complicité de Lafarge parce qu'il n'y a pas besoin qu'il participe au plan concerté parce que, dit la Cour de cassation, la complicité, si on ne poursuivait pas les actes de complicité de crimes contre l'humanité, il n'y aurait pas de c'est les actes de complicité, pardon, qui rendent possible les crimes contre l'humanité. Et si on ne les poursuivait pas, eh ben on pourrait pas, on n'empêcherait pas les crimes contre l'humanité. Donc, les auditeurs, là, vous commencez à être un petit peu informés, et c'est exactement de ça dont on parle dans la mise en demeure qu'on envoie à ces responsables. Voilà, on va en revenir sur ce sujet-là, peut-être pour clôturer. Concrètement, que va faire l'auditeur qui vient de nous écouter, qui a envie de prendre part à votre action? Eh bien voilà, cette action lui permet d'envoyer cette mise en demeure. Je précise que la complicité donc est par abstention, surtout par les gens qui ont un devoir déontologique de faire des choses. Le fait de s'abstenir, c'est confirmé par la Cour de cassation en 2020 également, que c'est une abstention coupable quand on a un pouvoir de ne pas l'utiliser pour mettre fin à l'infraction. Donc on les informe concrètement de leur responsabilité. Et quand vous envoyez ces recommandés, toutes les instructions sont données quand vous suivez le canal droit en action. Tout est je vais mettre sous ma capsule les liens qu'il faut pour aller, d'une part, voir une vidéo plus longue, ensuite aller sur le canal droit en action, etc. C'est indiqué à la fin de la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Oui, en plus. Il suffit de mettre la vidéo sous la capsule et tout est indiqué. Vous allez sur droit en action sur Telegram, tout simplement. Voilà. Et là, vous pourrez envoyer ces mises en demeure et vous aurez utilisé votre droit de résistance à l'oppression de manière pacifique. Qu'est-ce que je veux dire? J'aime bien dire également que la grande réinitialisation, elle sera quoi? Ce sera une réévolution judiciaire démocratique et pacifique. Exactement. C'est beaucoup moins dangereux que d'imaginer aller prendre l'Élysée et de rentrer tous dedans comme au Capitole au 6 janvier. Ça peut tourner en catastrophe, alors que quand on applique simplement le droit, je vais pas dire que c'est toujours une réussite, mais d'une part, on risque rien et si on est nombreux, ça marche. Et qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être qu'on n'a même pas besoin de l'armée ou autre. Il peut se passer que quelques militaires. Ah oui, parce que qu'est-ce qu'on dit aussi? Il faut préciser, Maître X, dans cette mise en demeure. On s'adresse aussi aux forces publiques en leur disant, il y a un article 73 du Code de procédure pénale qui vous permet d'arrêter en flagrance, donc flagrant délit ou flagrant crime, toute personne, indépendamment de votre hiérarchie. Donc vous, force, parce que c'est vous les professionnels des forces publiques, vous pouvez aller arrêter ces usurpateurs. Et en flagrance, la flagrance, ça se définit comme moins de 72 heures. Or, est-ce que ces gens ont été dans les palais de la nation, en tant que députés, présidents, sénateurs, etc., ou les mairies, maires, depuis moins de 72 heures, en prétendant qu'ils sont
qui sont ces fonctions qu'ils ont usurpées. La Oui. plupart, oui, sauf ceux qui sont jamais là quand il faut voter, mais Donc, ils sont usurpateurs de fonctions publiques. Rien que ce délit, c'est une chose. Vous pouvez les arrêter ouais. pour ça. Deuxièmement, pour les crimes, est-ce qu'ils font croire encore qu'il existe une république? Ah bah oui, ils sont dans la... oui, il faut voter aux européennes parce que si, parce que ça. Et Ouais. ils Faire font croire à barrage la à l'extrême République. droite, à l'extrême gauche, à l'extrême centre. Et puis en allant siéger tous les jours à l'Assemblée, ils font croire à la République. Donc les moins de 72 heures, on les a. Ouais. Donc vous pouvez les arrêter pour crime. Mais est-ce qu'ils vous mettent en plus dans l'intimidation? Parce que ça, ce sont les actes de terrorisme. Utiliser l'intimidation pour séquestrer les gens ou porter atteinte à l'intégrité des personnes. L'intégrité mentale, c'est la torture. Donc on est dans le terrorisme parce qu'ils vous intimident avec nous sommes élus, la démocratie se fait au Parlement, pas dans la rue. Bon, eh bien, si c'est un acte de terrorisme, les forces publiques peuvent mettre en garde à vue jusqu'à 96 heures. Ouais. Donc voilà, on n'a pas besoin si les choses commencent à tomber parce que des gens, des intermédiaires, des courroies de transmission du pouvoir, entre guillemets, arrêtent d'obéir. Commence à avoir peur, comme vous disiez, la peur va changer de La peur camp. change de camp. Eh bien, il n'y a pas besoin de millions de personnes pour aller arrêter les... D'ailleurs, qui nous a invités à les arrêter? Vous vous souvenez, en juillet 2018, c'est ça? Venez me chercher, disait-il. Oui, oui, oui. Bon, ben voilà. Et c'est le président qui l'a dit lui-même. Non, Donc, en même temps, ça va être compliqué. Et chaque fois, il part en voyage, chaque fois qu'il y a des choses délicates dans le pays. voilà, si les forces publiques ont besoin d'un ordre, ben, l'ordre leur a été donné. Venez me chercher. Ouais. Pour rire. Voilà, donc encore une fois, et vous agissez en écrivant au nom de cet organisme de droit international. Oui, donc ça veut dire que c'est anonyme pour la personne. C'est anonyme, oui, parce que vous recopiez le nom de l'expéditeur. Et surtout, cet organisme, en agissant dans ce cadre juridique de droit international, vous évitez toute accusation de coup d'État ou quoi que ce soit. Et cet organisme, comme on l'a précisé tout à l'heure, je ne sais plus, bon, il a été déclaré en 2015, proclamé en 2015, et il est géré par une direction collégiale. Il n'y a pas de leader, de gourou, de parti extrémiste ou quoi que ce soit dedans. Donc, pour plus d'informations, il y a une session questions-réponses tous les mercredis soirs à 19h30. Vous aurez toutes les informations à partir du canal Droit en Action sur Telegram. Voilà, parfait. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, c'est pas pour tout le monde, c'est peut-être pas pour vous. Chacun fait à la mesure de ce qu'il peut, envoyer un recommandé ou pas, créer des groupes locaux. En tout cas, par contre, ce que vous pouvez faire, que vous ayez envie de participer ou non, c'est de diffuser la vidéo, s'il vous plaît, parce que vous avez compris que ce point de bascule et cet équilibre, enfin, oui, ce point de bascule ne peut être trouvé que s'il y a du monde qui bouge. La carte interactive, elle est aussi là pour montrer que qu'il y a de plus en plus de mises en demeure qui sont envoyées. Que les gens s'investissent un petit peu du pouvoir qui est le leur, mais qu'ils ont oublié. Oui, et pour ceux qui voudraient s'informer un petit peu plus, on peut mettre sous la capsule le lien de ce document qui s'appelle Que dit la Constitution, qui date de 2020-2021. Oui, vous m'enverrez les 2-3 liens là juste après, comme ça je mettrai tout sous la capsule. Voilà, et qui vous donne toutes les informations sur pourquoi il n'y a plus de Constitution. Et de même que vous pourrez aller voir sur le site conseilnational.fr, dans vos droits, tout en bas, il y a toutes les preuves, tous les articles qui expliquent en quoi il y a fraude scientifique de la virologie. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Parce qu'encore une fois, pour ceux qui veulent participer à l'action La Droit en Action, je vous rappelle donc les séances de questions-réponses, donc comme notamment ce soir. Je vais faire le nécessaire pour que la vidéo, la mienne, soit en ligne déjà avant ça. Comme ça, ceux qui nous écouteront aujourd'hui peuvent toujours déjà embrayer sur la séance de questions-réponses que vous allez faire. Et puis après, libre à eux de participer ou pas, mais en tout cas de diffuser, s'il vous plaît, quoi. Eh bien, merci Maître X pour relayer ça. Avec plaisir. C'est une des voies, à mon avis, qui peut nous permettre de j'espère, en tout cas, j'aurais fait mon petit travail de colibri. Voilà, et la prise de conscience, même pour ceux qui ont pu partir dans une mauvaise direction, c'est pas, on ne les accuse pas, ils seront jugés s'ils doivent être jugés, mais je dis toujours un mea culpa. Il n'est jamais trop tard pour un mea culpa et c'est moins grave que de continuer dans les crimes. C'est certain, c'est certain. Ça ne tue personne, ça n'a jamais tué personne un mea culpa, voilà. Exactement. Mais en tout cas, mille merci d'être venu passer du temps avec moi. Et puis, je vais interrompre la vidéo, je vous garde encore 2 minutes après. Mais donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Et voilà ce que j'avais donc pour vous aujourd'hui. On a donc bien discuté. N'hésitez pas à relayer cette vidéo un peu partout, que vous ayez ou que vous n'ayez pas envie d'en savoir plus sur cette action. L'essentiel, c'est que ça circule partout. J'espère que ça vous a plu et écoutez, à bientôt. Tenez bon, au revoir.